L'immobilier donc au programme de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir le président du réseau Laforêt. Bonjour Yann Janot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors dites-moi, si on regarde récemment ce qui se passe, des taux d'intérêt qui baissent pour les emprunteurs, le mètre carré aussi qui baisse encore. Est-ce qu'on a tous les signaux verts pour le marché de l'immobilier? Alors les signaux en tout cas s'améliorent pour le marché immobilier. Le logement reste en revanche toujours aussi malade. Mais c'est vrai qu'on évolue aujourd'hui sur fond de baisse des taux de crédit immobilier, de baisse des prix et puis de robinet des crédits également qui a été réouvert par les banques. Oui, là le taux moyen, la mi-avril, il a encore baissé. On est largement passé sous les 4%, 3,83%. Vous voyez l'effet sur les signatures là depuis quelques semaines? On le voit, après un mois de janvier assez terne, dès février, on a vu les Français fréquenter de nouveau massivement notre site internet, pousser les portes de nos agences, soit pour activer de nouveaux projets qu'on ne connaissait pas, soit pour réactiver des projets qui avaient été mis en stand-by dans une année 2023 où un certain nombre de Français s'étaient dit « c'est pas le moment d'aller voir mon banquier aujourd'hui pour essayer de décrocher un prêt ». Donc ça veut dire qu'il y a effectivement de nouvelles personnes là, qui reviennent avec de nouveaux projets, ça porte de nouveaux espoirs en fait, cette baisse de taux. Oui, alors c'est le printemps. Maintenant, une hirondelle ne fait pas le printemps, comme on a l'habitude de le dire. On reste quand même sur un marché et sur un fond de pénurie. Il n'y a pas suffisamment de logements. Donc la baisse des prix tant attendue, ou en tout cas l'ampleur de la baisse des prix, se fait un peu attendre et ne suffit pas à équilibrer la baisse de pouvoir d'achat qu'ont connu les Français avec la hausse fulgurante des taux d'intérêt au cours des 2 dernières années. Les acheteurs, eux, tablent encore sur une baisse de prix ou ils se disent bon, c'est le bon moment, je vais peut-être essayer maintenant? Alors quand on est acquéreur, on table toujours sur une baisse des prix, sur une baisse des taux. Quand on est vendeur, c'est un peu l'inverse. Mais je crois que les Français aujourd'hui sont quand même bien éduqués en la matière, en matière immobilière, en matière économique également. Et ils savent qu'il y a une fenêtre de tir qui s'est réouverte, en tout cas qui s'améliore pour beaucoup d'entre eux. Et les vendeurs, eux, ils sont d'accord pour baisser encore un petit peu. Quand il y a une négo, comment ça se passe? Ah, les vendeurs, c'est autre chose. Quand on est vendeur, on veut toujours en avoir le plus possible pour son logement. Et on a aujourd'hui 2 typologies de vendeurs. Ceux qui sont vraiment conscients du contexte de marché, qui sont conscients d'avoir enregistré des plus-values extrêmement conséquentes au cours des dernières années et qui se mettent immédiatement au prix de solvabilité des acquéreurs et qui vendent rapidement. Et puis une autre partie qui reste sur un référentiel de prix qui est celui d'il y a 18 mois. Le classique vendeur qui se dit mon voisin a vendu à tel prix il y a 18 mois, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je vendrais moins cher. Et c'est notre travail justement de jouer ce rôle de médiateur, de négociateur entre les vendeurs et les acquéreurs pour les amener sur un terrain d'entente. Alors comment vous expliquez qu'il faut peut-être qu'il y ait encore preuve de réalisme, qu'il baisse encore un petit peu pour revendre? C'est du pragmatisme, hein. Il faut être 2 pour danser le tango. On a d'abord vu les vendeurs en début 2023 qui ont fait un effort sur les prix, qui ont baissé leurs prétentions, qui ont revu leurs prétentions à la baisse en tout cas. Et puis ensuite les acquéreurs qui eux ont fait un gros travail, qui ont réduit les surfaces qu'ils recherchaient, qui se sont délocalisés, qui ont accepté de faire des travaux alors qu'ils ne voulaient pas en faire initialement. Et aujourd'hui, les acquéreurs regardent les vendeurs en leur disant c'est maintenant à votre tour de refaire en effet cet effort. Et on voit que ça fonctionne puisque les transactions se sont redressées au premier trimestre. Alors c'est symbolique, plus 0,5% au sein du réseau Laforêt, mais après une année 2023 où on avait perdu 16% de volume de transactions, le signe démontre quand même qu'on change le sens de la pente. 16% sur l'ensemble de l'année, oui. En 2023, absolument. C'est énorme. Et vous pensez que pour l'ensemble de l'année, et donc pour l'ensemble des agences, mais on redépassera à nouveau le million de transactions cette année pour 2024? Alors ça, je ne sais pas, c'est peu probable. Hein. Comme je vous le disais en introduction, le marché immobilier va mieux, il a retrouvé une certaine fluidité. En revanche, le logement, structurellement, est toujours aussi malade, et c'est normal puisqu'on lui donne des cachets d'aspirine et on lui colle des sparadraps, alors qu'on attend des réformes de fond et des réformes structurelles qui ne viennent pas. Oui, c'est vrai, on va y revenir, mais d'abord, est-ce que les investisseurs sont revenus aussi sur le marché? Alors, les investisseurs sont toujours présents, mais sont
déboussolés. Ils avaient du mal à emprunter, en tout cas. Ils avaient du mal à emprunter. Et aujourd'hui, leur boussole a du mal à marquer le nord. Il faut se rendre compte qu'en 3 mois, on a vu le budget MaPrimeRénov' pour la rénovation énergétique qui a été amputé d'une paille, 1 milliard. On a vu également les critères MaPrimeRénov' qu'on modifié. Il fallait qu'on soit sur un bouquet de travaux. Aujourd'hui, on revient à un travaux quel qu'il soit. On voit également des villes qui entrent en zone tendue. On a vu la réforme du diagnostic de performance énergétique qui a bougé également. Donc ils sont un peu perdus. Les Français ont toujours cette brique dans le ventre et cette appétence pour la pierre, pour la retraite, pour se créer un patrimoine, pour transmettre, pour avoir des compléments de revenus. Mais ils ont vraiment besoin de conseils et ils auraient besoin de stabilité et de lisibilité. Aujourd'hui, les investisseurs, c'est globalement un petit 20% des transactions. On a connu des années où on s'approchait des 30%. Ouais. Et la brique dans le ventre, est-ce que les jeunes l'ont aussi? Est-ce qu'ils arrivent à acheter concrètement, à concrétiser leurs projets? Parce que des projets, ils en ont. Mais... Alors, ils en ont, évidemment, et ils souhaitent acheter. On voit des comportements un peu différents, des jeunes qui restent locataires de leur logement à côté de leur emploi, dans un quartier très vivant où ils n'ont pas les moyens d'acheter, qui vont faire un investissement locatif en périphérie, en banlieue, de l'autre côté d'un périphérique. Maintenant, il faut être tout à fait honnête. Soit on est un jeune CSP+, un jeune ménage avec 2 CDI dans des entreprises bien notées et on arrive à se constituer un apport, ou alors on bénéficie d'un prêt familial et à ce moment-là, on peut entrer sur le marché de l'acquisition immobilière. Soit ce n'est pas le cas et on reste sur le côté. Et là encore, un chiffre, en 2019, plus de 50% des ventes se faisaient au profit de primo-accédants. Aujourd'hui, on est à un gros 25%. Donc on voit que c'est toujours très difficile, comme en 2023, pour les jeunes de venir et de devenir propriétaires pour la première fois. Et en revanche, des retraités qui ont déjà matérialisé une plus-value sur une vente, eux, rachètent sans problème? Alors c'est ce qu'on, sans être des retraités nécessairement, c'est ce qu'on appelle les secondo-accédants, ceux qui sont déjà propriétaires, qui vont vendre un logement, en retirer les fruits pour en financer un nouveau, ou en effet des Français qui sont plutôt en fin de carrière. Ce sont eux qui tiennent le marché, qui réalisent la moitié des transactions immobilières en France et qui font que le marché justement ne s'effondre pas. Oui, en fait, heureusement qu'ils ont été là aussi pour tenir le marché Exactement. au moment où tout était gelé quasiment en immobilier et il y avait quand même quelques transactions encore. Dans quelle ville les baisses ont été supérieures, les baisses de prix ont été supérieures à 10%, et lesquelles selon vous sont encore susceptibles de s'ajuster à la baisse? Alors nous, on n'a pas vu de villes où les prix ont baissé de plus de 10%. Si je vous prends un exemple, depuis le début de l'année, par exemple, à Bordeaux, les prix ont baissé en un trimestre de 2,4%, à Strasbourg de 2%. Et dans le même temps, on voit qu'à Marseille, à Nice, les prix augmentent de 1%, à Rennes aussi, ils progressent d'1,5%. Donc c'est encore le grand écart, mais la tendance globale, c'est 1,2% de baisse des prix pour nous, au premier trimestre, suite à près de 4% en 2023. Donc on est sur 5-6% de baisse cumulée, une baisse qui devrait se propager. En revanche, il est vrai que lorsque les prix, les logements sont sur un référentiel de prix d'il y a 18 mois, ils peuvent être négociés de 10, 15, 20%. Ça ne veut pas dire que les prix ont baissé de 10 ou 15, 20%, ça veut dire que les biens étaient totalement décorrélés du marché. Et puis petite chose à noter, pour Paris, on arrive au parfait équilibre puisque 10 arrondissements sont au-dessus des 10 000 € du mètre carré, cette fameuse barre symbolique, et 10 arrondissements sont désormais en dessous. Et il y a fort à parier qu'au cours du prochain trimestre, un ou deux d'entre eux passent également sous la barre des 10 000 € du mètre carré, vraisemblablement le 16e et le 9e arrondissement. Donc oui, si on fait un focus sur Paris, vous voyez le marché toujours en recul, c'est-à-dire une demande qui n'est pas encore au rendez-vous? Alors la demande est au rendez-vous à Paris puisque le marché parisien a entamé sa mue il y a bien longtemps, il y a 2 ans. Il y a 2 ans que les prix baissent à Paris et justement on voit la demande de nouveau au rendez-vous avec des prix plus acceptables, avec une hiérarchie entre les arrondissements. On avait par le passé, lors d'années folles, entre guillemets, en 2022 par exemple, on avait un prix quasiment unique, quel que soit l'arrondissement. Eh bien on retrouve une hiérarchie avec l'ouest parisien qui est globalement autour de 10 000 € du mètre carré, l'est parisien qui est en dessous et le centre de Paris qui est plutôt au-dessus de 11 500 du mètre carré. Donc cette hiérarchie s'installe et on retrouve ce phénomène finalement un peu partout en France. Et alors à Paris précisément, effectivement le cœur de Paris va rester au-dessus de 10 000, mais vous voyez plutôt donc
même le 16e qui va être amené à baisser. Oui, puisque même le 16e est un arrondissement périphérique et donc la baisse gagne la périphérie. Ensuite, c'est toujours la même chose, ce sont des chiffres moyens qui par définition ne concernent personne. Il y a encore des biens rares qui continuent à augmenter lorsqu'on a vu sur un parc, lorsqu'on a un dernier étage terrasse, puisque par définition le dernier étage, il n'y en a qu'un, lorsqu'on est en première ligne sur la mer, etc., etc. On continue à avoir des biens qui voient leur prix augmenter, mais sinon de manière globale, au premier trimestre, plus de 8 ventes sur 10 ont fait l'objet d'une négociation de prix. En 2022, on était à moins de 6 ventes sur 10. Donc on voit 80%, 81% de biens négociés. Et ces négociations, c'est quel pourcentage du prix? On est entre 5 et 6% de manière globale sur la négociation entre le prix initial du mandat de vente et le prix qui sera finalement acté. Et aujourd'hui, un bien reste combien de temps en vente? On est autour de 90 jours, alors sauf chose à noter, l'Île-de-France, qui est le marché hors Paris, l'Île-de-France qui connaît l'arbitrage le plus important. Hein. On se rappelle du Covid où les Parisiens sortaient de Paris pour acheter une maison ou un appartement avec terrasse en première couronne et faisaient monter les prix. Les propriétaires de première couronne vendaient leur maison et allaient acheter eux-mêmes une plus grande maison en deuxième couronne et faisaient également monter les prix. Là aujourd'hui c'est très différent puisque la première et la deuxième couronne ce sont des franciliens qui agissent sur ce marché et qui tirent les prix à la baisse. Donc là on voit des baisses plus franches depuis le début de l'année. On voit des délais de vente qui augmentent de manière assez conséquente, 8 jours de délais de vente supplémentaires à la fin du premier trimestre. Donc c'est certainement l'endroit qui donnera lieu au plus d'ajustements durant le trimestre qui arrive. Et alors, le logement, ce n'est pas que de l'achat, c'est aussi la location. Là, c'est quand même aussi très, très compliqué. Hein. On voit sur le marché locatif, c'est toujours difficile de louer. On a le nombre d'annonces d'ailleurs de location qui a encore baissé cette année. En fait, les agences n'osent même plus mettre une annonce de peur d'être submergées d'appels. De peur d'être submergé et surtout de peur de décevoir. En effet, on a déjà tellement de candidats en liste d'attente que ça ne sert pas à grand-chose. C'est du off-market même quand vous avez un bien? On appelle ça du off-market, mais en fait, ce sont des candidats qu'on a en base de données, qui ont déjà des dossiers constitués et qui trépignent, qui veulent le logement et qu'on appelle en priorité. Les deux chiffres significatifs qui décrivent bien ce marché, c'est que globalement, alors que l'offre locative a reculé de 20%, la demande locative a progressé de 20%, donc ça traduit bien l'hypertension qu'on a sur ce marché, parce que le marché du neuf est totalement à l'arrêt et n'alimente plus le marché de l'ancien, et parce que le matraquage fiscal qui touche la pierre et qui touche l'investissement locatif a porté ses fruits et a découragé beaucoup d'investisseurs, sans parler du calendrier de rénovation énergétique. Et alors pourquoi les locataires ils sont plus nombreux, eux, à vouloir louer? Comment on explique? Parce qu'ils ne peuvent pas acheter. Tout simplement parce qu'on leur ferme les portes. Les critères d'accès au crédit immobilier sont devenus maintenant très rigides. Les banques demandent des apports conséquents pour pouvoir prétendre à un prêt immobilier. Il faut être capable d'épargner, de se constituer cet apport. Et quand on débute dans la vie, qu'on est jeune actif et qu'on est locataire, on a du mal à constituer cet apport. Donc on reste dans ce logement et du coup on bloque ce logement. On voit les délais d'occupation des locataires qui ont augmenté de 5, 6, 7 mois selon les communes. Donc tout le marché est bloqué, le logement social est bloqué, le parc locatif privé est bloqué et le marché de la transaction est bloqué pour la primo-accession également. Donc je reviens là encore à mon introduction. Il faudrait une politique de réforme très forte et très musclée sur le. Il y a une annonce du gouvernement, alors ça concerne le logement social, mais le fait que les HLM ne seront plus attribués en quelque sorte à vie, mais ça va encore plus tendre le marché locatif parce que ce sont des gens qui vont nécessairement revenir quelque part, il va falloir se loger. Oui, je ne suis pas certain qu'on adresse le problème de la même manière. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a un déficit d'offres et que tout le monde veut habiter au même endroit. Donc le début de la problématique, c'est l'aménagement du territoire. Tout le monde veut habiter au même endroit puisque c'est là qu'il y a l'emploi, c'est là qu'il y a les infrastructures de transport, de culture, le service public. Donc l'aménagement du territoire, c'est clé. Il n'y a qu'à le voir, une ligne à grande vitesse qui met Bordeaux à 2h10 de Paris, ça fait flamber les prix et ça fait flamber la demande. Donc tant que ce sujet n'est pas adressé, tant que les outils qui permettent aux primo-accédants... Comment on l'adresse? C'est la loi de réhausse des immeubles, justement?
Non, je pense qu'on met le logement et l'aménagement du territoire au centre du projet politique de notre pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on n'a même pas un ministre de plein exercice depuis plusieurs années. Donc il faudrait remettre le logement et l'aménagement du territoire au centre du pays, repenser en effet aux infrastructures de transport, proposer des solutions pour que les entreprises se délocalisent également. Il n'y a pas que le télétravail. On peut avoir des solutions, on peut penser aux zones franches par exemple. Enfin, il y a beaucoup de solutions qui sont sur la table, qui ont déjà utilisées par le passé ou qui ont été proposées. C'est le premier point, l'aménagement du territoire. Ensuite, aider les primo-accédants avec le prêt à taux zéro, qui est l'arme massive de primo-accession, mais aujourd'hui qui est conditionnée. À taux zéro, c'est compliqué, effectivement. Aujourd'hui, à taux réduit. Mais c'est surtout aujourd'hui conditionné à des zones géographiques, conditionné à la réalisation de travaux. Je pense qu'il faudrait mettre tout ça de côté, flécher le prêt à taux zéro vers les primo-accédants sans aucune condition. C'est une deuxième proposition qu'on attend. Puis il y en a une troisième pour les investisseurs, leur donner de la lisibilité, de la stabilité. C'est ce qu'on appelle le statut du bailleur privé, qui ferait que le bailleur, chaque année, n'attendrait pas le projet de loi de finances pour transférer à grosses gouttes et savoir s'il va perdre son avantage fiscal ou pas. Comme ça l'avait été dans le cas du LMNP, la location meublée professionnelle l'année dernière. Mais pourtant, il y a quand même un ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, qui essaie de favoriser les propriétaires avec la loi Zéro Squat. C'est un signal positif ? C'est un signal, mais on a des ministres qui font ce qu'ils peuvent avec les outils dont ils disposent. Mais je me permets de rectifier, on a un ministre délégué au logement. Donc dans la hiérarchie des ministres, qui est très loin, qui ne pèse pas dans les arbitrages législatifs, qui ne pèse pas dans les arbitrages oui, mais qui a envie d'occuper une place médiatiquement et ça peut compter. Il y a envie, il y a de l'envie. Beaucoup de prédécesseurs ont eu aussi de l'envie, mais je crois qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas au regard de la situation dans laquelle le logement se trouve en France. À côté de l'envie, il faut des politiques efficaces, simples, et pas des cachets d'aspirine ou des sparadraps. Bon, on est à 100 jours des JO. Vous le voyez, l'effet JO sur l'immobilier? Enfin, vous l'espérez encore? On n'a pas oublié forcément de ce mythe de la location des biens pour cet été. Vous en avez eu à louer à des prix un peu pharaoniques? Alors, ce qu'on voit en effet, c'est que essentiellement sur Paris, dès qu'un locataire donne son congé, le propriétaire est tenté de ne pas remettre le logement pour une location classique sur le marché, mais de le réserver à la période Jeux Olympiques. Donc, ce qui ne fait que accroître les difficultés de logement. Est-ce qu'il arrivera à le louer pour la période des Jeux Olympiques? Est-ce que tout a priori, la demande, en tout cas, la demande est présente, est très présente. Encore faut-il quand même avoir une offre de qualité, peut-être refaire des travaux, refaire de l'aménagement, aller vers des solutions meublées également pour une clientèle internationale, mais ça contribue fortement à tendre l'accès au marché locatif, l'accès finalement à la primo-accession aussi, parce que ces logements, on pourrait les remettre sur le marché pour les vendre. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est où est-ce qu'on va retrouver ces logements, passé les JO, qui auront fait l'objet de beaucoup de travaux de rénovation, avec des investissements souvent conséquents de la part des propriétaires. Vont-ils retrouver leurs investissements? Vont-ils les mettre en location? Vont-ils les mettre sur la vente? En tout cas, ça nous promet une rentrée plutôt active sur ces logements, généralement de petite surface. Et une rentrée peut-être avec plus d'acheteurs internationaux, une clientèle qui sera revenue très largement en ayant vu les images de Paris cet été? Nous le souhaitons tous en effet que ce soit un magnifique spectacle qui valorise notre pays, qui valorise notre capitale. Il y a encore aujourd'hui beaucoup d'inconnus sur la manière dont on va devoir se déplacer dans Paris, sur l'organisation de ces Jeux Olympiques. On est en effet à 100 jours et il y a énormément de points d'interrogation pour les entreprises, pour les Parisiens, pour les touristes qui vont visiter. Donc je dirais que l'avenir nous le dira, mais en tout cas on a une fenêtre de tir positive pour valoriser notre capitale évidemment, mais bien au-delà notre pays et en effet attirer des investisseurs et une clientèle internationale. Oui, le logement en fait partie. Merci beaucoup Yann Janot d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous.